Il y a des après-midi qui ressemblent à tous les autres et qui ne le sont pas. Ce jour-là, il faisait ce gris doux et laiteux que Dijon réserve aux fins d'automne, quand la lumière hésite entre rester et partir, et que les toits de la rue des Carmes brillent d'une humidité tranquille. J'étais dans mon fauteuil, près de la fenêtre, avec un livre sur les genoux que je ne lisais plus vraiment depuis une bonne demi-heure. À mon âge, on a parfois besoin de tenir un livre sans le lire, juste pour se sentir encore en compagnie de quelque chose de sérieux. Julien était assis en face de moi, dans le fauteuil de sa grand-mère. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Il venait souvent le mercredi. Nous parlions de tout et de rien, de ses restaurations en cours, d'un tableau qu'il avait eu entre les mains la semaine précédente, du chardonnay que j'avais ouvert pour l'occasion. Et puis il y avait eu ce moment. Il avait attendu. J'ai compris cela après. Il avait attendu que le bruit des talons de Clémence s'éloigne dans le couloir, que la porte d'entrée se ferme avec ce petit claquement métallique que je connais depuis 40 ans. Alors seulement, il s'était levé. Il avait posé son verre sur le plateau avec une précision qui n'avait rien d'ordinaire. Il s'était approché de moi. Et il avait sorti de la poche intérieure de sa veste une enveloppe blanche, longue, fermée. Il me l'avait mise dans les mains comme on confie quelque chose de précieux et de lourd à la fois. Comme ces vieux restaurateurs qui vous tendent un objet fragile en vous regardant droit dans les yeux pour s'assurer que vous avez compris ce que vous tenez. Sa voix était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas tout à fait. « Vovo, promets-moi que tu n'ouvriras ceci que si maman disparaît quelques jours sans te donner d'explication. » Je l'avais regardé. Je n'avais pas su quoi dire. Moi qui avais passé 30 ans à faire la classe, à trouver les mots justes pour que des adolescents comprennent pourquoi l'histoire avait le visage qu'elle avait, je n'avais pas trouvé un seul mot à lui opposer. Il m'avait souri, de ce sourire tranquille qu'il tient de sa mère et que sa mère tient de moi, avait effleuré mon épaule et avait changé de sujet comme si de rien n'était. J'avais tenu cette enveloppe dans mes mains pendant peut-être 2 minutes après son départ. Blanche, légère, fermée. Avec, en haut à gauche, écrit à la main de Julien, 2 mots seulement, pour papy. Ce soir-là, avant de m'endormir, je l'avais glissé dans le tiroir de ma table de nuit, sous le livre que je lisais alors, sous les lunettes de rechange et le carnet où je note parfois quelques pensées. Je l'avais mise là, comme on pose une chose qu'on ne veut pas oublier, mais qu'on ne veut pas non plus regarder trop longtemps. Avant d'aller plus loin, il faut que je m'arrête un instant. Je veux vous demander quelque chose. Vous qui êtes là, avec moi, dans cet appartement de la rue des Carmes, à Dijon, par ce gris d'automne. D'où m'écoutez-vous? Quelle ville? Quel pays? Quelle heure est-il là où vous êtes? Si cette histoire vous touche déjà, laissez-moi un pouce et dites-moi dans les commentaires depuis où vous regardez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ici, il y a une histoire nouvelle chaque jour. Chaque histoire porte quelque chose de vrai. Voilà. Maintenant, laissez-moi reprendre. Le lendemain matin, j'avais repris ma vie comme elle est depuis que je suis à la retraite. Le café à 7 heures, la fenêtre ouverte sur la rue même quand il fait frais, parce que j'ai besoin d'entendre la ville se réveiller, les pigeons sur la corniche d'en face que je connais comme de vieux voisins, le journal que j'achète encore en bas, au kiosque tenu par Monsieur Adjani, qui me glisse toujours un commentaire sur la météo ou sur la politique. J'avais arrosé mes dahlias sur la terrasse, ceux que je soigne depuis le printemps, avec une obstination qui amuse Julien. J'avais relu quelques pages d'un ouvrage sur la cartographie médiévale que j'avais commencé la semaine précédente. J'avais fait ma liste de courses. J'avais mangé à midi seul, à la table de la cuisine, avec la radio en fond, cette habitude que j'ai prise depuis la mort d'Élise, il y a 11 ans maintenant. 11 ans que j'apprends à occuper le silence. Mais l'enveloppe était là, dans le tiroir. Je n'y avais pas touché. Je ne l'avais même pas regardée. Pourtant, je n'avais pensé qu'à ça. C'est une chose étrange, une promesse faite à quelqu'un qu'on aime. Elle occupe de l'espace sans qu'on le voie. Elle revient entre les pages d'un livre, dans le fond d'une tasse de café, dans l'intervalle entre 2 pensées.
Julien m'avait demandé de promettre. Et j'avais promis, sans même m'en rendre compte, comme on dit oui à un enfant qu'on a dans les bras depuis 30 ans et dont on reconnaît le sérieux dans le regard. Sauf que Julien n'est plus un enfant. Il a 30 ans. Il restaure des tableaux qui ont traversé 2 ou 3 siècles. Il sait ce qu'il fait. Ce qui m'inquiétait, ce n'était pas l'enveloppe. C'était la condition qu'il y avait mise. Si maman disparaît quelques jours sans donner d'explication, pourquoi cette condition précise? Pourquoi Julien avait-il envisagé cela? Pourquoi avait-il préparé une lettre pour un cas de figure qu'il avait l'air de tenir pour probable? Je connaissais Clémence depuis qu'elle était née. Je la connaissais mieux que personne ne la connaissait, croyais-je. Et pourtant, en retournant cette phrase dans ma tête, j'avais commencé à me demander si je la connaissais vraiment encore. Clémence avait 51 ans. Elle était archiviste dans un musée régional depuis 22 ans. Elle venait me voir chaque semaine, le mercredi soir, parfois le dimanche. Nous mangions ensemble, nous parlions de nos lectures, des expositions en cours, de Julien. Elle m'appelait le matin de mon anniversaire, le soir de Noël. Elle prenait soin de moi avec cette discrétion affectueuse qui me touchait profondément. Cette manière qu'elle avait de vérifier que mon réfrigérateur n'était pas vide sans jamais en faire la remarque, de glisser dans la conversation que mon voisin du dessous avait l'air d'une bonne personne pour me demander s'il y avait un problème de chauffage dans l'immeuble sans oser me le demander directement. Mais en repensant à elle, ce soir-là, assis dans mon fauteuil avec la radio en fond, j'avais remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué sur le moment. Clémence souriait beaucoup. Elle posait des questions sur ma santé, sur mes lectures, sur mes dahlias. Elle écoutait avec attention. Mais depuis combien de temps ne m'avait-elle pas parlé d'elle-même? Pas de son travail dans les grandes lignes ou des expositions à venir, mais d'elle, de ce qu'elle ressentait, de ce qui lui pesait, de ce qui lui manquait. Depuis combien de temps est-ce que je lui posais ces questions-là, moi? J'avais 73 ans, j'avais été professeur d'histoire pendant 30 ans au lycée Carnot. J'avais vu des centaines de jeunes gens traverser l'adolescence, les doutes, les transformations. J'avais appris à lire les silences, à reconnaître quand une absence de parole disait plus qu'un discours. Et pourtant, avec ma propre fille, j'avais fait ce que font tous les pères. J'avais regardé ce qui allait. J'avais évité de creuser là où peut-être il aurait fallu creuser. Le lendemain après-midi, le téléphone avait sonné. C'était Clémence. Sa voix était calme, posée. Elle m'avait expliqué qu'elle avait besoin de quelques jours de repos, qu'elle partait pour une ancienne abbaye en Bourgogne, pas très loin de Vézelay, un endroit où elle avait réservé depuis quelque temps pour se couper un peu du bruit. Elle avait dit les mots avec soin, comme on dit des mots préparés, des mots qu'on a tournés dans sa tête avant de les prononcer. Elle m'avait dit qu'on ne pouvait pas vraiment téléphoner de là-bas, que ce serait une sorte de retraite silencieuse, qu'elle m'enverrait peut-être un message en arrivant, mais qu'ensuite, il ne faudrait pas s'inquiéter si elle ne donnait pas de nouvelles pendant 3 ou 4 jours. « Tu n'as pas à t'inquiéter, papa. » C'est cette phrase-là qui m'avait tout dit. On ne dit pas à quelqu'un de ne pas s'inquiéter quand il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On le dit quand on sait que la situation prise par l'extérieur pourrait ressembler à quelque chose d'inquiétant. Clémence m'avait dit « Tu n'as pas à t'inquiéter » parce qu'elle savait que j'allais m'inquiéter. Et elle savait que j'allais m'inquiéter parce qu'elle savait, elle, qu'il y avait quelque chose. Après avoir raccroché, j'étais allé directement dans ma chambre. J'avais ouvert le tiroir, j'avais pris l'enveloppe dans ma main, je l'avais regardée un long moment, blanche, légère, fermée, pour papy. Et j'avais refermé le tiroir, parce que j'avais promis. Je voudrais vous parler une seconde de cet après-midi du mois de novembre, de la qualité particulière de la lumière dans mon appartement de la rue des Carmes, quand le soleil est bas et qu'il entre par les fenêtres qui donnent au sud. Il fait quelque chose de presque doré sur la parquet, une chose courte et précieuse avant que l'obscurité revienne. Élise aimait beaucoup cette lumière-là. Elle disait que c'était le soleil qui faisait ses adieux avant de partir se coucher. Ces mots-là me sont revenus ce jour-là, après l'appel de Clémence. J'ai pensé à Élise, à sa façon de voir des choses belles dans des choses ordinaires. J'ai pensé à ce qu'elle aurait dit si elle avait été là.
Elle m'aurait probablement dit de faire confiance, de ne pas projeter, de laisser les gens avoir leurs moments sans les en priver par nos peurs à nous. J'avais 62 ans quand Élise est partie. J'avais cru, pendant un temps, que cette perte me rendrait plus sage. Et peut-être que si. Mais elle m'avait aussi laissé avec quelque chose que je n'avais pas su nommer pendant des années. Une sorte de vigilance excessive. Un besoin de savoir que les gens que j'aimais allaient bien, vraiment bien. Pas seulement selon leurs propres mots, mais selon ce que je pouvais observer. J'avais peur du silence des gens que j'aimais parce que le silence d'Élise, à la fin, avait précédé une chose que je n'avais pas vue venir. Ce n'était peut-être pas de la sagesse. C'était peut-être simplement la peur déguisée en attention. Le premier soir, sans nouvelles de Clémence, j'avais préparé mon dîner habituel, une soupe de légumes avec du pain de campagne, une petite tranche de comté, une poire. J'avais mangé lentement. J'avais rangé la cuisine. J'avais essayé de lire. Mais je revenais sans cesse à la même question. Qu'est-ce que Julien savait que je ne savais pas? Et pourquoi avait-il préféré mettre ces mots dans une enveloppe plutôt que de me les dire en face? Julien n'était pas un homme qui fuyait les conversations difficiles. Au contraire. C'était lui qui, à 25 ans, m'avait dit avec une douceur absolue que je devais peut-être voir un médecin pour ma tension, que j'avais l'air fatigué depuis quelques mois. C'était lui qui m'avait aidé à trier les affaires d'Élise, dans la chambre, 2 mois après son décès, quand je n'avais pas été capable de le faire seul. Il ne reculait pas. Il ne contournait pas. Alors pourquoi une enveloppe? Pourquoi cette mise en scène douce et délibérée? J'avais commencé à comprendre quelque chose à propos de mon petit-fils cette nuit-là. Julien avait écrit une lettre au lieu de me parler parce qu'il savait que s'il me parlait, je réagirais. Je poserais des questions. J'appellerais Clémence. Je ferais exactement ce que ma nature me pousse à faire quand je m'inquiète, à savoir agir, vérifier, protéger. Et c'est précisément ce qu'il avait voulu éviter. Pas pour me priver d'informations, mais pour me demander de choisir autrement, pour une fois. De faire confiance plutôt que de contrôler, d'attendre plutôt que d'intervenir. Cette pensée m'avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Je suis né en 1951, à Beaune, à une trentaine de kilomètres de Dijon, dans une famille modeste. Mon père était tonnelier, comme l'avait été son propre père. Ma mère travaillait à la coopérative viticole du village quelques matins par semaine et tenait la maison le reste du temps. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'avions pas grand-chose de superflu. Ce que nous avions, c'était du temps ensemble. Une table ronde dans la cuisine, des repas qui duraient parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller, des conversations qui prenaient le temps de s'installer. Mon père était un homme peu bavard, mais d'une présence solide. Il ne disait pas « je t'aime », cela ne se faisait pas dans les maisons de cette époque et de cette région, mais il était là d'une manière qui ne trompait pas. Il répond encore présent quand je pense à lui, 40 ans après sa mort. Ce que j'ai appris de lui, ce n'est pas la tendresse dans les mots, c'est la constance. Être là, revenir, ne pas disparaître quand les choses sont difficiles. J'avais compris assez tôt que je voulais enseigner, non pas parce que j'aimais l'école en tant que telle, mais parce que l'histoire me fascinait d'une façon qui me semblait difficile à garder pour moi seul. Il y avait dans chaque période de l'histoire humaine une logique, une tension, une humanité que je trouvais infiniment plus captivante que la plupart des choses que j'observais autour de moi. Et j'avais l'impression confuse que si je pouvais aider quelqu'un d'autre à voir cette logique-là, à comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui a une généalogie, une épaisseur, alors j'aurais fait quelque chose d'utile avec ma vie. 30 ans de lycée, 700 élèves au moins, et je me souviens encore de certains visages. Ceux qui entraient en cours avec l'air de faire une faveur et qui repartaient, 1 an plus tard, avec quelque chose d'allumé dans le regard. Ce sont ces visages-là qui ont rendu le métier digne d'être fait. Mais je m'éloigne. Je reviens à l'enveloppe. Le 2e jour sans nouvelles, j'avais reçu un message de Clémence. 2 lignes. Arrivé à l'abbaye. Tout va bien. Bise. J'avais lu ces 2 lignes plusieurs fois. Tout va bien.
C'est ce que l'on écrit quand on veut dire « je suis arrivé et je ne veux pas parler ». Ce n'est pas la même chose que tout va bien. J'étais descendu acheter mon pain. Il faisait froid, ce matin-là, un froid sec et net de Bourgogne qui entre dans les manteaux et qui rappelle que l'hiver est patient. Monsieur Adjani m'avait demandé comment j'allais. Bien, je lui avais dit, comme on dit toujours bien parce que la rue n'est pas un confessionnal. Je m'étais arrêté un moment devant la vitrine d'un antiquaire que je connais de vue, 2 rues plus loin. Il y avait dans la fenêtre un vieux sextant en laiton que je regardais depuis des semaines sans jamais entrer. Ce matin-là, j'étais entré. Le patron était un homme petit, d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et le genre de silence professionnel qu'on acquiert quand on passe ses journées parmi les objets anciens. Nous avions parlé du sextant. De son origine probable, un marin breton du début du XXe siècle disait l'inscription au dos, de la façon dont ces instruments permettaient de se repérer en mer par rapport aux étoiles, de calculer sa position à partir de ce qui ne bouge pas plutôt que de ce qui change. En rentrant chez moi, le sextant enveloppé dans du papier brun sous le bras, j'avais pensé que c'était peut-être cela aussi, un pair, un point fixe, quelque chose par rapport à quoi on peut se repérer quand tout le reste est en mouvement. Et peut-être que Clémence avait besoin parfois que je sois un point fixe sans être un aimant, présent sans attirer à moi, disponible sans exiger qu'on vienne. C'est une nuance que je n'avais pas toujours su faire. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Elle est simple, mais elle m'intéresse vraiment. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir appeler quelqu'un que vous aimez, de tenir le téléphone dans la main et de le reposer parce que vous saviez que ce quelqu'un avait besoin que vous ne téléphoniez pas? Écrivez-moi dans les commentaires. Oui ou non? Et si oui, dites-moi avec qui. Je lirai chaque message, et si vous n'avez pas encore mis un pouce sur cette histoire, faites-le maintenant. Ça m'aide à continuer à raconter. Voilà, je reprends. Ce soir-là, j'avais cuisiné quelque chose de plus soigné que d'habitude. Un bœuf bourguignon. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps, depuis l'anniversaire de Julien au mois d'avril, je crois. Il faut du temps pour le faire bien. La viande marinée la veille, les lardons rissolés, les légumes coupés un à un, le vin de Bourgogne qui lentement transforme le tout en quelque chose d'autre, quelque chose qui dépasse chacun de ces ingrédients pris séparément. J'avais cuisiné seul, dans ma petite cuisine que je connais par cœur, avec la radio en fond, et pour la première fois depuis 2 jours, je n'avais pas pensé à l'enveloppe pendant au moins 1 heure. Il y a quelque chose de profondément honnête dans la cuisine. On ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant. Si on brûle l'ail, il est brûlé. Si on ajoute trop de sel, c'est trop salé. Le résultat dit exactement ce qu'on y a mis, ni plus ni moins. J'avais toujours aimé cela. Après le dîner, je m'étais installé dans mon fauteuil avec le sextant posé sur le guéridon à côté de moi. Je l'avais regardé longtemps. Ce laiton qui avait tenu entre les mains d'un homme que je ne connaîtrai jamais, quelque part sur une mer du début du siècle dernier. Ce mécanisme simple et sublime qui permettait de mesurer la hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon. Se repérer par rapport à ce qui est stable quand tout ce qui vous entoure bouge. Je m'étais demandé si Élise aurait su me dire, ce soir-là, quelle était la bonne chose à faire avec l'enveloppe. Je la voyais souvent dans ces instants d'hésitation. Non pas comme une apparition ni comme une voix, mais comme une présence qui posait des questions sans les formuler. Et la question qu'elle aurait posée ce soir-là, j'en étais assez sûr, aurait été celle-ci. Tu respectes la promesse parce que tu l'as faite ou parce que tu crois vraiment que c'est ce dont Clémence a besoin? Je n'avais pas trouvé la réponse cette nuit-là. Mais je n'avais pas ouvert le tiroir non plus. Le 3e jour, aucun message. Rien de Clémence. Rien de Julien non plus, ce qui m'avait semblé également délibéré. Il attendait. Il me laissait dans cet espace qu'il avait créé pour moi. Cet espace entre la promesse et la tentation. J'avais passé la matinée à relire des notes sur une période que j'avais enseignée des années durant et qui me fascinait encore. Les grandes crises de l'Europe du milieu du XXe siècle,
cette façon qu'avaient donc les hommes et les femmes de continuer à vivre, à faire de la soupe, à aller au marché, à tomber amoureux, pendant que le monde autour d'eux s'effondrait ou se reconstruisait. J'avais toujours trouvé cela plus édifiant que les batailles elles-mêmes. La résistance du quotidien, la dignité de continuer. L'après-midi, j'étais allé me promener jusqu'au jardin de l'Arquebuse. C'est un endroit que j'aime en novembre parce que presque personne n'y va et que les arbres, débarrassés de leurs feuilles, ont une architecture qu'on ne peut voir qu'à cette période de l'année. On voit la structure des choses, ce qui les soutient vraiment. J'avais fait le tour du jardin 2 fois. Le froid était vif, mais pas désagréable. Un enfant jouait au loin avec quelque chose de rouge que je ne distinguais pas bien. Un homme lisait sur un banc avec son manteau remonté jusqu'aux oreilles. La fontaine était coupée pour l'hiver. On entendait les oiseaux et rien d'autre. En rentrant, j'avais pris une décision. Non pas d'ouvrir l'enveloppe, la condition posée par Julien n'était pas encore remplie, Clémence avait donné des nouvelles, elle était partie de son propre choix, rien ne laissait croire à une disparition. Mais j'avais décidé de me souvenir, de reprendre le fil de ces dernières années et de regarder vraiment cette fois. De ne pas me contenter de la surface des choses, mais d'aller chercher dans le détail ce que j'avais peut-être évité de voir. Et c'est là que quelque chose s'était ouvert en moi. Un espace légèrement douloureux, comme lorsqu'on bouge un membre qu'on n'a pas bougé depuis longtemps et qu'on découvre qu'il était ankylosé sans qu'on s'en soit rendu compte. Clémence avait 51 ans. Elle avait élevé Julien seule, ou presque, depuis le départ de son mari quand Julien avait 7 ans. Elle avait continué à travailler, à s'occuper de son fils, à prendre soin de moi après la mort d'Élise, à maintenir cette vie organisée et fonctionnelle qu'elle menait avec la précision d'une archiviste, chaque chose à sa place, chaque obligation honorée, chaque relation entretenue. Elle n'avait jamais vraiment craqué devant moi. Jamais vraiment dit « ça va pas, papa ». Jamais dit « j'ai besoin que tu m'aides à porter quelque chose ». Et moi, je n'avais jamais vraiment demandé. Pas parce que je m'en foutais, parce que je la voyais forte, parce qu'elle l'était réellement, et parce qu'il est très commode, quand on voit quelqu'un être fort, de ne pas chercher derrière la force ce qu'elle coûte. J'avais 73 ans et je venais de comprendre quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. La force, chez quelqu'un qu'on aime, ne devrait jamais nous dispenser de demander comment il va. Si vous écoutez ceci et que vous avez quelqu'un dans votre vie qui est toujours fort, toujours présent, toujours disponible, faites-moi une faveur. Demandez-lui ce soir comment il va, vraiment. Pas comme une formule, comme une question. Et restez là pour entendre la réponse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, il y a une histoire chaque jour, et certaines d'entre elles ressemblent à des choses que vous vivez peut-être sans l'avoir dit. Laissez un commentaire, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte. Je lirai tout. Allez, je continue. Le 4e jour, toujours rien. Ni appel, ni message. Et cette fois, le silence avait eu un autre goût. Pas d'inquiétude, pas d'alarme, mais quelque chose de plus subtil. Une conscience plus nette de l'espace que Clémence habitait dans ma vie, sans que j'aie vraiment réfléchi à ce que ça signifiait pour elle. J'avais relu ce que j'avais comme lettre d'elle, des années en arrière. Non pas les messages récents, les petits textos pratiques, mais les vraies lettres, celles qu'elle m'avait écrites quand elle avait 20 ans et qu'elle était partie faire ses études à Lyon, celles de la période après son mariage, quelques cartes postales envoyées de vacances. Ce qui m'avait frappé en les lisant, c'est qu'elle ne parlait jamais d'elle dans ses lettres au sens le plus profond du terme. Elle décrivait des lieux, des situations, des anecdotes. Elle donnait des nouvelles de Julien avec une précision et une tendresse remarquables. Mais elle ne disait presque jamais ce qu'elle ressentait, ce qu'elle désirait, ce qui lui manquait, ce dont elle rêvait encore. Est-ce que c'est moi qui le lui avais appris, cela ? Est-ce que c'est ce que j'avais modélisé sans le savoir ? Moi qui n'ai jamais été très habile avec les émotions, moi dont le père était tonnelier et dont la mère aimait sans l'exprimer autrement que par des actes. C'est une question qui avait de la pesanteur.
Je l'avais porté tout l'après-midi. J'avais dîné légèrement. Une soupe, du pain, de l'eau. Je n'avais pas faim. Ou plutôt, j'avais faim d'autre chose. J'avais envie de parler à quelqu'un. Pas pour trouver des réponses. Juste pour ne pas être seul avec toutes ces questions que le silence de Clémence avait ouvertes en moi. J'avais failli appeler Julien. J'avais pris le téléphone, composé les 2 premiers chiffres et m'étais arrêté. Il attendait que je tienne ma promesse. Et ma promesse, dans son esprit, s'étendait peut-être à cela aussi. Ne pas lui téléphoner pour qu'il me rassure. Travailler par moi-même, pour une fois. J'avais posé le téléphone. J'avais regardé le sextant sur le guéridon. Se repérer par rapport à ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bougeait pas dans tout cela, c'est que Clémence était ma fille et que je l'aimais. Ce qui ne bougeait pas, c'est que Julien avait agi avec une intention bienveillante. Ce qui ne bougeait pas, c'est que la condition de l'enveloppe n'était pas remplie. Clémence avait donné des nouvelles. Elle n'avait pas disparu. Elle s'était mise hors de portée de son propre gré, pour des raisons qui lui appartenaient, et il était possible que ces raisons soient simplement qu'elle en avait besoin. J'avais éteint la lumière à 22 heures. Et cette nuit-là, j'avais dormi un peu mieux. Le 5e jour avait commencé comme les autres. Le café, la fenêtre, les pigeons. Mais quelque chose dans l'appartement avait changé imperceptiblement. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. 4 nuits à tourner dans ma tête des questions auxquelles je n'avais pas de réponse m'avaient mis dans un état que je ne reconnais pas facilement chez moi. Une sorte d'attention flottante. Je regardais les choses différemment. Le cadre de la porte de la chambre d'amis, que Clémence utilise quand elle reste dormir et qui garde quelque chose de son passage, une habitude dans l'arrangement des oreillers, la petite lampe qu'elle a choisie elle-même il y a des années et qui est restée. L'étagère où elle a posé un livre il y a plusieurs mois et qui est toujours là, pas encore lu par moi, gardé pour elle. Ces petites traces d'une présence régulière qui dessinent, sur les bords de ma vie, la forme de quelqu'un d'autre. J'avais passé une partie de la matinée à regarder des photographies. Pas avec une intention précise, plutôt comme on parcourt un territoire familier avec un œil légèrement différent pour voir si on a raté quelque chose. Il y a, sur le buffet du salon, une douzaine de cadres qui racontent 40 ans de vie de famille en autant d'instantanés. Clémence enfant, avec 2 nattes et un sac d'école trop grand pour elle. Clémence, à 18 ans, sur le parvis d'une cathédrale, lors d'un voyage scolaire dont je me souviens encore des préparatifs. Clémence, tenant Julien nouveau-né dans ses bras, avec ce visage que les jeunes mères ont, et qui ressemble à une stupéfaction heureuse et terrifiée à la fois. Et puis des années plus récentes, des Noëls, des anniversaires, des déjeuners du dimanche. Dans presque toutes les photos récentes, Clémence sourit. Elle est là, présente, attentive. Elle rit avec Julien. Elle tient ma main sur 1 ou 2 photos prises à table. Mais je cherchais autre chose maintenant. Je cherchais les moments où elle ne savait pas qu'on la regardait. Il y en avait quelques-uns. Une photo prise par Julien lors d'un pique-nique il y a peut-être 3 ans, à l'été, dans un parc que je ne reconnaissais pas. Clémence est tournée de 3/4. Elle regarde quelque chose hors cadre. Son visage a une expression que je n'avais jamais vraiment regardée. Pas triste, pas malheureuse, mais absente, d'une façon précise. Comme quelqu'un dont les pensées sont ailleurs depuis assez longtemps pour que la distance soit devenue une posture normale. J'avais posé cette photo sur la table et je l'avais regardée un long moment. Avant que je continue, je voudrais vous demander quelque chose. Avez-vous déjà regardé une vieille photo de quelqu'un que vous aimiez et réalisé que vous n'aviez pas vraiment regardé cette personne depuis un moment? Pas regarder l'image qu'elle vous donnait, mais vraiment regarder. Laissez-moi un commentaire. Et si vous êtes là depuis le début et que vous n'avez pas encore partagé cette histoire avec quelqu'un, faites-le maintenant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ça. Abonnez-vous aussi, si ce n'est pas encore fait. Une histoire par jour. Chaque jour sans faute, voilà. Je reprends. L'après-midi de ce 5e jour,
j'avais décidé d'appeler une personne que je n'avais pas appelée depuis un bon moment. Hélène Bourdon, une ancienne collègue du lycée Carnot, qui avait pris sa retraite 2 ans avant moi et avec qui j'avais eu, pendant 20 ans, une amitié solide fondée sur la salle des professeurs, les déjeuners du jeudi, et une vision commune de ce que devrait être l'enseignement de l'histoire. Hélène avait connu Clémence adolescente. Elle avait aussi perdu son mari quelques années avant qu'Élise parte, et nous avions traversé nos deuils presque en parallèle, chacun de son côté, mais avec une conscience de l'autre qui avait compté. Je ne l'avais pas appelée pour parler de Clémence. Je n'avais pas l'intention de lui soumettre mes inquiétudes comme on dépose un dossier sur un bureau. Je l'avais appelée parce que j'avais envie d'entendre une voix familière, parce que c'est une femme intelligente qui dit des choses vraies. Et peut-être parce que je savais, sans me l'avouer, qu'en parlant avec elle, les idées se mettraient en ordre d'elles-mêmes. Elle avait décroché à la 3e sonnerie. Nous avions parlé pendant presque 1 heure, du froid de novembre, d'un roman qu'elle lisait, d'une exposition de photographies qu'elle avait vue à Beaune la semaine précédente. Et puis, sans vraiment le prévoir, j'avais glissé dans la conversation quelque chose d'indirect. J'avais dit que je pensais que les gens qu'on aime nous surprennent toujours, même après des décennies, et qu'on ne les connaît jamais aussi bien qu'on le croit. Hélène avait eu un silence, puis elle avait dit quelque chose qui m'était resté. Elle avait dit que dans les familles, il y avait souvent quelqu'un qui portait tout le monde sans que personne ne s'en rende compte vraiment, parce que cette personne-là faisait son travail si bien que les autres n'avaient jamais l'occasion de se demander ce qu'elle portait, elle. Nous n'avions pas nommé Clémence. Nous n'en avions pas eu besoin. Après avoir raccroché, j'étais resté assis à la table de la cuisine, les mains à plat sur la toile cirée à carreaux que j'aurais dû changer depuis des années et que je gardais parce qu'Élise l'avait choisi et que je ne voyais pas de bonne raison de changer quelque chose qui fonctionnait encore. Et j'avais pensé à Clémence avec un regard neuf. Pas le regard du père inquiet, pas le regard du père fier, un regard plus proche peut-être de celui d'un homme qui regarde un autre être humain et essaie de voir ce que cet être humain vit vraiment. Clémence avait 22 ans dans ce musée. 22 ans à classer, à préserver, à ordonner. À s'assurer que les choses ne se perdent pas, que la mémoire reste accessible, que les archives restent consultables. C'est un travail qui demande une constance tranquille et une forme de don de soi dont on ne parle jamais assez parce qu'il ne se voit pas. Les héros de la mémoire ne font pas la une des journaux. Ils travaillent dans des réserves climatisées, avec des gants blancs et des notices de catalogage. Elle avait élevé Julien en faisant ce travail. Elle avait pris soin de moi en faisant ce travail. Elle avait maintenu toutes ses relations, payé ses factures, entretenu son appartement, lu ses livres, assisté aux expositions, était présente aux anniversaires, aux déjeuners, aux crises petites et grandes de ceux qui l'entouraient. Et à aucun moment, dans toutes les années que je pouvais me rappeler, elle n'avait demandé à être dispensée de quoi que ce soit. Il faut du courage pour faire ça. Mais il faut aussi, quelque part, avoir appris que demander de l'aide est une chose compliquée, que prendre soin de soi passe après les autres, que le seul endroit où on peut lâcher un peu, c'est seul, loin, dans une abbaye au milieu des vignes bourguignonnes, où le silence est une règle et non une défaillance. J'avais relu le message qu'elle m'avait envoyé 2 jours plus tôt. Arrivé à l'abbaye. Tout va bien. Bise. Et cette fois, j'avais lu ces mots différemment. Pas comme une information insuffisante, comme quelqu'un qui était arrivé là où elle avait besoin d'être, et qui voulait que je le sache sans avoir à entrer dans les explications. Tout va bien était peut-être la vérité, ou le commencement d'une vérité. Le 6e jour, j'avais décidé de sortir davantage de chez moi. Non pas pour fuir l'enveloppe, je n'y pensais presque plus de la même façon, mais parce que rester dans l'appartement à tourner en rond n'aidait personne, certainement pas moi. J'avais marché jusqu'à la place de la Libération, que j'aime en dehors des saisons touristiques, parce qu'elle retrouve son caractère propre, ses proportions claires, cette façon qu'a le palais des ducs de Bourgogne de dominer la place sans écraser. J'ai toujours aimé cette ville d'un amour raisonné, pas sentimental. Dijon n'est pas la ville où je suis né. C'est la ville que j'ai choisie avec Élise, il y a longtemps, pour des raisons pratiques
qui sont devenues au fil des années des raisons affectives. J'avais pris un café dans un des bars proches de la place, seul à une petite table, avec un journal que je n'avais pas encore lu. Un homme d'une quarantaine d'années était assis 2 tables plus loin avec ce qui semblait être sa fille, une petite dizaine d'années peut-être, qui dessinait dans un carnet pendant qu'il répondait à des messages sur son téléphone. De temps en temps, la petite levait la tête et lui montrait son dessin. Il le regardait 1 seconde, approuvait, et replongeait dans son téléphone. La petite reprenait son carnet. Elle ne semblait pas malheureuse, mais quelque chose dans ce tableau m'avait serré le cœur légèrement, parce que j'y avais reconnu quelque chose. La présence physique qui ne suffit pas toujours. L'attention divisée. Et l'enfant qui continue de montrer ses dessins parce que l'espoir que ce soit cette fois-ci la bonne est une chose très tenace. Je n'avais aucun droit de juger cet homme. Je ne savais rien de sa journée, de ses contraintes, de ce qu'il vivait, et de toute façon, je n'aurais pas été en position de donner des leçons. J'avais moi-même, pendant des années d'enseignement actif, été un père parfois trop distrait, trop préoccupé par mes classes, mes corrections, mes élèves pour être vraiment présent à ce que vivait Clémence. J'avais cru qu'être là suffisait, que rentrer le soir suffisait, que ne pas être absent suffisait. L'absence a beaucoup de formes. Je commençais à mieux le comprendre. Ce soir-là, j'avais relu quelques pages d'un ouvrage que j'avais sur le sujet de la transmission familiale, quelque chose que j'avais acheté il y a longtemps sans vraiment l'avoir ouvert. Et j'y avais trouvé une phrase qui m'avait arrêté. Elle disait que nous transmettons à nos enfants non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous n'osons pas faire, non seulement nos forces, mais aussi nos évitements, non seulement notre amour, mais aussi la forme que nous donnons à cet amour, et que cette forme, souvent, ressemble beaucoup à la forme que nos propres parents ont donnée à cet amour avant nous. J'avais posé le livre. J'avais regardé le sextant. Mon père ne parlait pas de ce qu'il ressentait. Ma mère non plus, pas vraiment. Moi non plus. Et Clémence, à qui j'avais transmis je ne sais combien de choses dans le silence et dans l'exemple, n'avait peut-être jamais vraiment appris à le faire non plus. Ce n'était pas une accusation. C'était une observation. La première étape vers quelque chose d'autre. Pardonnez-moi de m'arrêter ici une nouvelle fois, mais cette question de la transmission, de ce qu'on reçoit et de ce qu'on passe à ceux qui viennent après nous, c'est une des choses les plus importantes dont on puisse parler. Et je voudrais vous demander si cela vous touche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez reçu de vos parents, une manière d'être ou de ne pas être, dont vous avez eu du mal à vous défaire? Écrivez-le-moi dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un de votre famille ce soir, si vous pensez qu'elle pourrait lui dire quelque chose. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a ici une histoire chaque jour, et chacune essaie de toucher quelque chose de vrai. Voilà. Je continue. Le 7e jour au matin, j'avais ouvert le tiroir de la table de nuit. Pas parce que la condition était remplie. Clémence m'avait envoyé un 2e message la veille au soir. Bref, lui aussi. Quelques mots pour dire qu'elle était bien et qu'elle rentrerait dans 2 jours. Ce n'était pas une disparition. C'était une absence choisie, avec des nouvelles données, avec un retour annoncé. Mais j'avais ouvert le tiroir parce que j'avais besoin de voir l'enveloppe, de la tenir dans mes mains. Pas pour l'ouvrir, juste pour être en sa présence, comme on touche parfois un objet précieux pour se rappeler ce qu'il représente. Je l'avais sortie. Je l'avais posée sur le lit à côté de moi, blanche, longue, fermée, pour papy. L'écriture de Julien, légèrement penchée vers la droite, comme toujours. J'avais pensé à lui, à ce geste qu'il avait fait, assis dans le fauteuil de sa grand-mère, ce mercredi après-midi de novembre. Il avait 30 ans. Il restaurait des tableaux anciens, des choses fragiles et irremplaçables, qu'on lui confiait parce qu'on savait qu'il saurait voir ce qu'il y avait à voir et ne toucherait que ce qui devait être touché. Il avait cette délicatesse-là dans son métier. Et il l'avait transportée dans notre famille, dans ce geste calculé et bienveillant. Il avait pensé à sa mère. Il avait vu quelque chose que moi je n'avais pas vu. Et au lieu de me le dire en face, ce qui aurait peut-être déclenché en moi une réaction que j'aurais eu du mal à maîtriser, il avait choisi une autre voie.
Il m'avait donné un espace pour arriver à comprendre par moi-même. Il avait mis sa confiance dans ma capacité à tenir une promesse, à attendre, à ne pas foncer. C'était une forme d'amour, cela. Un amour adulte, raisonné, qui me traitait comme quelqu'un capable de traverser l'incertitude sans aide. J'avais remis l'enveloppe dans le tiroir, et j'avais ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Une fierté. Pas pour moi. Pour lui. Les 2 jours suivants avaient eu une texture différente. Quelque chose s'était déposé en moi. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est celui qui me vient. Déposé, comme les lits au fond d'une bouteille de vin qu'on a laissé reposer. Tout ce que j'avais remué pendant une semaine s'était mis à se séparer. Ce qui était trouble s'était clarifié. Pas complètement, mais suffisamment pour voir quelque chose. J'avais relu les lettres de Clémence encore une fois, pas en cherchant cette fois-ci, en lisant simplement. Et j'y avais trouvé des choses que j'avais passées à côté la première fois, des petites lumières dans la discrétion habituelle de ses mots. Une phrase, dans une lettre de ses 30 ans, qui disait que sa plus grande peur était de ne pas être à la hauteur de la confiance que les gens lui accordaient. Une autre, dans une carte postale de la Bretagne où elle était partie seule une fois, qui disait qu'elle avait besoin de la mer parce que la mer, au moins, n'attend rien de vous. Ces phrases-là avaient eu beaucoup de poids. N'attendre rien de quelqu'un. Laisser quelqu'un exister sans que cette existence soit soumise à une évaluation. C'était peut-être cela aussi, une forme d'amour. Pas l'amour qui protège et qui enquête et qui vérifie, mais l'amour qui laisse de l'air, qui dit « tu peux partir quelques jours et je serai là quand tu reviendras », sans que tu aies à me raconter quoi que ce soit si tu n'en as pas envie. J'avais appelé Julien le soir du 9e jour. Non pas pour parler de l'enveloppe, ni de Clémence, ni de ce que j'avais traversé. Je l'avais appelé parce que je voulais entendre sa voix, et parce que je voulais lui demander comment il allait, lui, vraiment. Pas comme une formule. Il avait été surpris, légèrement, pas désagréablement. Il m'avait parlé d'une restauration qu'il terminait, un tableau du XVIIIe siècle abîmé par une inondation dans une demeure du Mâconnais, qu'on lui avait confiée après des mois d'hésitation. Il m'avait parlé de la technique du repeint, de la façon dont on distingue ce qui est original de ce qu'une autre main a ajouté ensuite. Il m'avait dit que son travail lui apprenait constamment que les choses les plus précieuses étaient souvent les plus discrètes, cachées sous des couches ajoutées par le temps et par les hommes qui n'avaient pas su les laisser être ce qu'elles étaient. Je n'avais pas su s'il parlait du tableau. Mais j'avais compris quelque chose en l'écoutant. Julien avait grandi dans une famille de gens discrets qui aimaient profondément et montraient peu. Et il avait fait de cette discrétion quelque chose de beau. Il l'avait transformée en délicatesse professionnelle, en patience, en capacité à voir ce qui est là sans le brusquer. Ce n'était pas en dépit de nous, c'était en partie à cause de nous. Nous sommes des gens qui transmettent sans savoir exactement ce que nous transmettons. Et il arrive, parfois, que ce que nous transmettons soit meilleur que ce que nous croyions. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une dernière question pour ce soir. Avez-vous déjà réalisé que quelqu'un que vous aimiez avait transformé quelque chose de vous en quelque chose de meilleur, sans que vous le sachiez? Laissez-moi un commentaire. Et si vous avez quelqu'un près de vous ce soir, quelqu'un que vous n'avez pas vraiment regardé depuis un moment, regardez-le. Juste un instant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a peut-être besoin ce soir. Il y a une histoire par jour ici, et celle de demain portera quelque chose d'important. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Il y a des matins où le corps sait avant la tête. Ce matin-là, je me suis réveillé à 5h moins le quart, dans le noir complet de ma chambre de la rue des Carmes, avec cette légèreté particulière que j'ai appris à reconnaître chez moi comme le signe que quelque chose a bougé pendant la nuit dans mon esprit. Pas un rêve dont je me souvenais, pas une pensée précise qui surgissait, seulement cette clarté du lendemain, cette façon qu'a le cerveau de continuer à travailler pendant que le reste de vous dort et de déposer ses conclusions au seuil du réveil comme on pose une lettre sous la porte.
La conclusion que j'avais trouvée, cette nuit-là, était simple. Et elle était définitive. Je n'avais pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Non pas parce que je n'en avais plus envie, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que, pendant 9 jours passés à tourner dans mon appartement avec mes questions et mes photographies, et mes lettres relues et mes conversations avec Hélène et mes promenades dans les jardins de l'Arquebuse, j'avais compris ce que Julien avait voulu me donner. Ce n'était pas une information, c'était une expérience. Il m'avait mis dans une situation précise pour que je traverse quelque chose que je n'aurais pas traversé autrement. Et j'étais allé jusqu'au bout. Je m'étais levé lentement, dans le noir. J'avais mis mes pantoufles, enfilé ma robe de chambre, celui en laine épaisse qu'Élise m'avait offert pour un anniversaire que je ne me rappelle plus exactement, mais dont je me rappelle le papier cadeau, un papier bordeaux avec un ruban doré. J'avais allumé la lumière dans le couloir. J'avais préparé le café et j'avais attendu le jour. Le jour venait tard en novembre, à Dijon. Il venait prudemment, en tâtonnant, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. D'abord, une pâleur sur les toits d'en face, puis une nuance de gris qui devenait autre chose. Puis, lentement, cette lumière laiteuse et douce qui était la signature de cette ville en automne, et qui ce matin-là m'avait semblé plus belle que d'habitude, peut-être parce que je la regardais avec des yeux légèrement différents. Avant d'aller plus loin, laissez-moi m'arrêter une minute. Vous êtes encore là, avec moi, dans cette cuisine de la rue des Carmes, dans le froid de novembre, avec le café sur la gazinière et le jour qui hésite à venir. Ça m'importe de savoir que vous êtes là. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, quelle ville, quelle région, quel pays, et quelle heure il est chez vous. Si cette histoire vous a touché jusque-là, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Il y a une histoire nouvelle chaque jour ici, des histoires vraies dans la substance, des histoires d'hommes et de femmes ordinaires qui ont dû faire des choses difficiles pour protéger quelqu'un qu'ils aimaient. Une histoire par jour, sans faute. Voilà. Je reprends. Ce matin-là, j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'avais sorti mon vieux cahier de notes, celui que je gardais depuis ma première année d'enseignement au lycée Carnot, un cahier à couverture noire, maintenant usé sur les coins, avec mon écriture des années 80 dedans, serrée et régulière, pleine de marges et de renvois. Pendant toute ma carrière, j'avais noté des choses dans des cahiers comme celui-là, des observations sur les élèves, des questions pédagogiques, des citations que je voulais retenir, des moments de classe qui méritaient d'être gardés. L'habitude de noter pour ne pas oublier. L'habitude d'un homme qui avait compris très tôt que la mémoire seule ne suffit pas, que le papier est plus fiable que le souvenir. Je m'étais installé à la table de la cuisine avec le cahier, un stylo et mon café. Et j'avais commencé à écrire. Pas sur Clémence, pas sur l'enveloppe. J'avais commencé à écrire sur ces 9 jours. Ce que j'avais traversé, ce que j'avais pensé, ce que j'avais compris. J'écrivais comme j'avais toujours écrit, sans chercher à faire beau, juste à être précis, à mettre les mots sur les choses pour pouvoir les regarder en face. J'avais écrit pendant peut-être 2 heures. Le café s'était refroidi, le jour s'était installé dehors. Et quand j'avais posé le stylo, j'avais relu quelques paragraphes de ce que j'avais écrit, et j'avais trouvé une phrase qui m'avait arrêté. Je l'avais écrite sans y penser, au fil de la plume, et pourtant elle était là, exacte. J'avais écrit ceci. Un père vieillissant croit protéger ses enfants en étant fort pour eux. Ses enfants vieillissants croient protéger leur père en étant fort pour lui. Et personne n'ose jamais dire à l'autre que la force coûte quelque chose, parce que tout le monde croit que l'autre en a besoin pour tenir debout. J'avais regardé cette phrase longtemps. C'était exactement ce qui s'était passé entre Clémence et moi pendant des années. Peut-être depuis la mort d'Élise, peut-être avant. Nous nous étions mutuellement protégés d'une façon qui ressemblait à de l'amour et qui en était certainement, mais qui avait aussi fini par ressembler à un accord tacite de ne jamais vraiment parler de ce qui pesait.
Elle ne me disait pas qu'elle était épuisée parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Je ne lui demandais pas comment elle allait vraiment, parce que je la voyais forte et que m'arrêter sur ce qui pouvait être difficile m'aurait demandé d'affronter ma propre culpabilité de père. Cette culpabilité discrète et persistante d'un homme qui se demande parfois s'il a fait ce qu'il fallait, s'il a dit ce qu'il fallait, s'il a été suffisamment là quand ça comptait. Cette culpabilité-là, je n'en avais parlé à personne. Pas même à Élise, je crois. Pas même à Julien, certainement. C'était ma part à moi, enterrée sous les années de routine, sous les habitudes solides, sous les mercredis soirs réguliers et les déjeuners du dimanche. Elle était là tout de même, compacte, silencieuse, comme un objet qu'on a rangé dans un tiroir il y a si longtemps qu'on ne se rappelle plus exactement ce que c'est, mais qu'on n'ouvre plus vraiment ce tiroir-là. Ces 9 jours m'avaient ouvert ce tiroir. Le 10e jour, dans l'après-midi, Clémence avait appelé. Elle avait dit qu'elle rentrait le lendemain. Sa voix avait quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, une sorte de lenteur tranquille, comme celle d'une personne qui a dormi vraiment, profondément, sans surveillance ni agenda. Elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup marché, que l'abbaye était belle, que le silence, là-bas, était d'une qualité différente du silence ordinaire, plus dense, plus ancré. Elle m'avait dit qu'elle avait lu, qu'elle avait prié, à sa manière, elle qui n'est pas vraiment pratiquante mais qui, comme moi, garde de notre éducation catholique une façon de s'arrêter dans les vieilles pierres et de chercher quelque chose qu'on ne nomme pas toujours. Elle m'avait dit qu'elle était bien, et cette fois, quand elle avait dit « tout va bien », j'avais entendu quelque chose de différent. Pas la formule de convenance, pas les mots préparés à l'avance, une vérité simple et fatiguée. La vérité d'une femme qui revient d'un endroit où elle avait besoin d'aller et qui sait qu'elle en revient changée, même légèrement, même imperceptiblement. Je lui avais dit que j'avais préparé du bœuf bourguignon, que j'avais fait assez pour deux, qu'elle pouvait passer déjeuner le lendemain si elle avait envie. Il y avait eu un silence bref, puis elle avait dit oui, juste oui. Mais ce oui-là avait une texture que je connaissais. C'était le oui de quelqu'un qui avait eu peur de quelque chose et qui réalise que la peur n'était pas nécessaire. Ce soir-là, avant de me coucher, j'étais passé dans ma chambre. J'avais ouvert le tiroir de la table de nuit. Pas pour prendre l'enveloppe, juste pour voir ce qu'elle avait l'air maintenant, après 10 jours. Elle était là, blanche, longue, fermée. Pour papy. Je l'avais regardée avec un regard différent de celui du premier soir. Pas d'anxiété, pas d'impatience, juste cette reconnaissance tranquille pour quelque chose qui avait fait son travail sans même être ouvert. Parce qu'une lettre n'a pas besoin d'être lue pour exister. Elle existe par sa présence même, par ce qu'elle représente, par le fait que quelqu'un a pris le temps de l'écrire, de la plier, de la fermer, de la mettre entre vos mains en vous demandant de lui faire confiance. Le lendemain matin, j'avais réchauffé le bœuf bourguignon. J'avais mis la table avec soin. Pas le service du quotidien, mais la nappe propre du dimanche, les verres à vin, les belles assiettes que nous avions achetées avec Élise dans un marché de potiers quelque part en Provence. Un samedi de juillet, lors d'un voyage qui avait été l'un des plus beaux de notre vie ensemble. Ces assiettes-là, je les sortais pour les gens que j'aimais. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand Clémence est arrivée, je voudrais m'arrêter ici. Parce que ce moment, cette attente du retour de quelqu'un, me semble important pour quelque chose qui dépasse ma propre histoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'attendre le retour de quelqu'un en sachant que vous alliez le regarder différemment parce que son absence vous avait appris quelque chose que sa présence n'avait pas encore réussi à vous dire? Écrivez-moi dans les commentaires, oui ou non, et si oui, avec qui? Je lis chaque message. Si vous n'avez pas encore mis un pouce sur cette histoire, faites-le maintenant. Et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela ce soir. Voilà. Je reprends. Clémence était arrivée un peu après midi. Elle avait sonné, ce qu'elle ne faisait pas toujours, elle qui avait son propre jeu de clés depuis des années. Mais ce jour-là, elle avait sonné. J'avais été lui ouvrir.
Elle était dans le couloir avec son sac de voyage et son manteau de laine gris. Et elle avait l'air de quelqu'un qui revient d'assez loin, même si l'abbaye de Bourgogne n'était qu'à 2 heures de route. Elle avait quelque chose dans le visage qui n'était pas là avant, quelque chose de moins serré. Je ne lui avais posé aucune question. Je l'avais fait entrer, j'avais pris son manteau, je lui avais dit que le bourguignon était prêt et que j'avais ouvert un vin de la Côte de Nuit que je gardais depuis un moment. Elle s'était assise à sa place habituelle, celle qui donne sur la fenêtre du salon, et elle avait regardé la rue un moment sans rien dire. Nous avions mangé en silence au début. Pas un silence inconfortable. Le silence de 2 personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'espace pour exister l'une près de l'autre. J'avais toujours aimé ces silences-là avec Clémence. Ils ressemblaient à ceux que j'avais eus avec Élise. Ce genre de paix qu'on ne trouve qu'avec quelqu'un qu'on connaît depuis assez longtemps pour que les mots ne soient plus une obligation. Au bout d'un moment, elle m'avait dit que l'abbaye avait des jardins, que les moines y cultivaient des légumes, et des simples depuis des siècles, qu'elle avait passé un matin entier dans ce jardin à regarder quelqu'un travailler la terre sans rien faire elle-même, juste regarder, et que ça avait été une des choses les plus reposantes qu'elle ait faites depuis longtemps. Je lui avais dit que c'était une belle image. Elle avait dit oui, et puis elle avait dit autre chose, plus doucement, en regardant son verre plutôt que moi. Elle avait dit qu'elle croyait qu'elle avait oublié comment faire ça. Juste regarder, sans agenda, sans utilité, sans la liste de choses à faire qui tournait en permanence en arrière-plan. Elle avait dit qu'à un moment, dans ce jardin, elle avait réalisé que ça faisait des années qu'elle n'avait pas senti le sol sous ses semelles sans être en train d'aller quelque part, qu'elle était toujours en route vers quelque chose, et qu'elle ne savait plus très bien qui elle était quand elle n'était en route vers rien. J'avais écouté. Je n'avais pas dit « voilà, c'est ce que j'essayais de te dire ». Je n'avais pas dit « je m'en doutais ». Je n'avais pas dit « tu aurais dû me parler ». Aucune de ces choses que j'aurais peut-être dites autrefois, ces réflexes du père qui veut aider en nommant, en classant, en proposant une solution. J'avais juste écouté. Et j'avais hoché la tête. Après un moment, je lui avais dit que c'était une chose courageuse que de partir comme ça, qu'il faut du courage pour s'accorder ce qu'on a besoin, surtout quand on a passé des années à se convaincre qu'on pouvait attendre. Elle m'avait regardé, un peu surprise peut-être, pas à cause des mots, mais à cause du ton. J'avais dit ça sans emphase, sans la légère surenchère de quelqu'un qui veut qu'on remarque qu'il a dit quelque chose de bien. Je l'avais dit comme une observation, simplement vraie. Elle avait dit « merci, papa ». Et puis elle s'était remise à manger. Nous avions continué à déjeuner, elle m'avait posé des questions sur mes dahlias, sur le sextant que j'avais acheté et qu'elle avait remarqué sur le guéridon, sur mes lectures en cours. Je lui avais répondu. Elle m'avait parlé d'une nouvelle exposition au musée qui s'ouvrait après les fêtes, sur les cartes médiévales de la région, qu'elle savait que ça m'intéresserait. J'avais dit que oui, ça m'intéressait beaucoup. Nous étions revenus à quelque chose qui ressemblait à notre façon habituelle d'être ensemble, avec peut-être cette légèreté supplémentaire de 2 personnes qui ont évité une mauvaise compréhension sans avoir eu à se l'expliquer entièrement. Après le déjeuner, nous avions pris le café dans le salon. Elle avait tenu sa tasse à 2 mains comme elle le fait toujours quand il fait froid, comme elle le faisait déjà enfant avec son chocolat chaud, et j'avais eu ce moment bref et inattendu où j'avais vu en même temps la femme qu'elle était et la petite fille qu'elle avait été. Ce phénomène étrange que seuls les parents connaissent et qui vous traverse quand vous regardez vos enfants adultes dans certaines lumières, dans certains gestes. C'est à ce moment-là que j'avais pris la décision. Pas une grande décision, pas celle que vous pensez peut-être. Je n'avais pas pris l'enveloppe pour la lui donner. Je n'avais pas cherché la conversation sérieuse, celle avec les grandes révélations et les grandes réconciliations et les larmes à la fin. Ce n'est pas ce qu'elle avait besoin de trouver en rentrant chez son père ce midi-là. La décision que j'avais prise, c'était simplement de lui demander quelque chose, une chose simple. Une chose que je n'avais pas suffisamment demandée dans les années précédentes. Je lui avais demandé comment elle allait, vraiment. Pas comment s'était passé le voyage.
pas si elle se sentait mieux, comment elle allait, elle, dans le fond, dans cette vie qu'elle menait depuis des années avec cette discrétion et cette compétence et cette façon d'être toujours là pour tout le monde. Elle avait levé les yeux de sa tasse. Elle m'avait regardé avec cette expression qui hésitait entre plusieurs choses. Peut-être la surprise, peut-être une légère méfiance instinctive, peut-être simplement l'embarras de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui pose cette question de cette façon. Puis elle avait dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Elle avait dit qu'elle ne savait pas très bien, qu'elle croyait que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se le demandait vraiment, et qu'elle allait peut-être avoir besoin d'un peu de temps pour trouver la réponse. J'avais dit que c'était une bonne réponse, et je lui avais souri. Nous n'étions pas allés plus loin ce jour-là. Il n'y avait pas eu de confession, pas de grands discours, pas de larmes, pas de réconciliation dramatique. Il y avait eu un déjeuner, un bourguignon réchauffé, du vin de la côte de nuit, des assiettes provençales sur une nappe du dimanche, et 2 personnes qui avaient réussi, pour la première fois depuis un long moment, à se regarder vraiment. C'est tout. Et c'était assez. Je veux m'arrêter encore un moment avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce que je viens de vous raconter, cette façon qu'ont les familles de se protéger mutuellement jusqu'à se perdre de vue, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous reconnaissent, j'en suis sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous regardez fort mais que vous n'avez pas vraiment demandé comment il allait depuis longtemps. Une simple question. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Une histoire par jour. Chaque histoire porte quelque chose de vrai. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Après que Clémence fut repartie, en milieu d'après-midi, j'étais resté un moment dans le salon silencieux. La lumière de novembre déclinait déjà. Cette lumière courte et précieuse dont je vous avais parlé, celle qu'Élise appelait les adieux du soleil avant qu'il aille se coucher. Elle avait posé sur le parquet sa traîne dorée habituelle, qui n'avait duré que 10 minutes environ, puis s'était retirée. J'avais regardé la trace s'effacer. J'avais pensé à ce que Clémence m'avait dit. Je ne savais pas très bien comment je vais. Peut-être que c'était la première fois qu'elle se le demandait vraiment. Ces mots-là avaient continué à travailler en moi après son départ. Comme les questions importantes continuent toujours à travailler longtemps après la conversation qui les a soulevées. Je les tournais doucement dans ma tête, sans chercher à les résoudre, juste à les laisser exister. Il m'était venu une pensée ce soir-là que je n'avais pas encore eue dans tous ces jours de réflexion. Une pensée sur ce que c'est que d'être un parent vieillissant face à un enfant adulte. Nous avions passé tellement d'années, Clémence et moi, dans nos rôles respectifs, le père et la fille, le parent et l'enfant, avec leur hiérarchie douce et leurs obligations implicites et leurs habitudes de soins dans les 2 sens, que nous avions oublié quelque chose d'essentiel. Nous étions aussi, simplement, 2 êtres humains. 2 personnes qui portaient chacune leur fardeau et leur joie, qui avaient chacune leur fatigue et leurs questions, qui méritaient chacune d'être vues non pas seulement dans leur rôle, mais dans leur humanité entière. Je ne savais pas si j'avais réussi à lui montrer ça aujourd'hui. Peut-être un peu. Peut-être que la question que j'avais posée, « Comment tu vas vraiment ?», avait au moins indiqué une direction. Qu'elle savait maintenant, ou du moins qu'elle pressentait, qu'elle pouvait revenir avec une réponse, quand elle l'aurait trouvée, et que je serais là pour l'entendre. C'était peut-être cela, finalement, ce que Julien avait voulu me donner avec cette enveloppe. Non pas une information sur sa mère, mais la possibilité que je me mette dans la bonne posture pour qu'elle puisse revenir. Le lendemain matin, j'avais appelé Julien. Il était tôt, à peine 8 heures, mais je savais qu'il serait déjà debout. Julien est un homme du matin. Il l'a toujours été depuis l'enfance. Il était le seul enfant que je connaissais qui se levait de lui-même avant les parents, qui descendait préparer quelque chose dans la cuisine pendant que tout le monde dormait encore. Clémence m'avait dit qu'à 3 ou 4 ans, il fabriquait ce qu'il appelait des surprises du matin, des assemblages improbables de ce qu'il trouvait dans les placards, céréales mélangées à du fromage frais et décorées de cornichons, qu'il apportait à sa mère au lit avec une fierté absolue. Il avait décroché à la 2e sonnerie. Sa voix avait quelque chose d'attentif, pas de l'inquiétude, mais une présence particulière,
comme quelqu'un qui attendait cet appel sans savoir exactement quand il viendrait. Je lui avais dit bonjour, mon grand. Il m'avait dit bonjour, papy. Nous avions parlé quelques minutes de choses ordinaires, la restauration qu'il terminait, le temps qu'il faisait à Lyon, où il travaillait en ce moment dans un atelier partenaire, la météo en Bourgogne. Puis j'avais dit, sans préambule particulier, que sa mère était passée hier et qu'elle avait l'air d'avoir trouvé ce dont elle avait besoin à l'abbaye, que le déjeuner s'était bien passé. Il y avait eu un silence bref. Puis il avait dit tant mieux, juste ça, tant mieux. Mais dans les deux mots, j'avais entendu quelque chose de soulagé, quelque chose de plus grand que ce que les deux mots disaient. Alors je lui avais dit autre chose. Je lui avais dit merci. Il m'avait demandé de quoi. Je lui avais dit que je n'étais pas certain d'avoir la réponse précise à cette question, mais que quelque chose dans ces 10 derniers jours avait eu l'air de travailler pour moi et que j'avais l'intuition que ce n'était pas entièrement accidentel. Il avait eu un petit rire. Celui qu'il a quand il est content de quelque chose sans vouloir le montrer complètement. Je lui avais demandé s'il voulait que je lui rende l'enveloppe. Il m'avait demandé si je l'avais ouverte. Je lui avais dit non. Il avait dit alors « garde-la ». Que c'était pour moi de toute façon. Je lui avais demandé ce qu'il voulait dire. Il avait dit que la lettre à l'intérieur avait été écrite pour être lue par moi si j'en avais eu besoin, et que si je n'en avais pas eu besoin, c'est que j'avais trouvé par moi-même ce que la lettre essayait de m'aider à trouver. J'avais réfléchi à ça un moment. Puis j'avais dit que c'était une façon de voir les choses très particulière pour un homme de 30 ans. Il avait ri à nouveau. Il m'avait dit que 30 ans, c'était suffisant pour apprendre que les gens trouvent la même vérité par des chemins différents, et que son travail, à lui, dans les deux sens du terme, consistait à ne toucher que ce qui devait être touché. Nous avions encore parlé un moment. Avant de raccrocher, je lui avais demandé quand il revenait à Dijon. Il avait dit dans 2 semaines, pour le week-end du 1er décembre. Je lui avais dit que je ferais du gibier. Il m'avait dit qu'il apporterait du vin. Nous avions raccroché comme des hommes qui savent où ils en sont l'un avec l'autre. J'avais posé le téléphone sur la table de la cuisine et j'avais regardé par la fenêtre un long moment. Il y avait quelque chose que je voulais faire avant d'aller plus loin dans cette journée, quelque chose que j'aurais peut-être dû faire depuis le début, ou peut-être pas, peut-être qu'il fallait exactement ce chemin pour y arriver au bon moment. J'étais allé dans ma chambre. J'avais ouvert le tiroir de la table de nuit. J'avais sorti l'enveloppe. Puis j'avais ouvert le tiroir du bas, celui que j'ouvre rarement, celui qui sent un peu le bois et le vieux papier, celui où je conserve les choses qui me tiennent le plus à cœur et que je ne sors pas souvent parce qu'elles méritent d'être protégées de l'usure du quotidien. Dans ce tiroir du bas, il y avait les lettres d'Élise. Une 12aine, peut-être 15. Des lettres écrites à différentes périodes de notre vie, des débuts de notre mariage quand elle était partie 2 semaines chez sa sœur en Alsace, et que nous nous écrivions chaque jour comme des jeunes gens, des lettres de plus tard, dans les années difficiles, des lettres que nous n'avions pas toutes eu la force de nous lire à voix haute et que nous nous étions écrites à la place, et quelques lettres de la fin, que je n'ouvrais jamais, mais dont la présence seule me suffisait. J'avais tenu l'enveloppe de Julien dans une main et les lettres d'Élise dans l'autre. Et j'avais compris exactement ce que j'allais faire. Je vous avoue que je dois faire une pause ici. Non pas parce que l'histoire est terminée, elle ne l'est pas encore, mais parce que ce moment, cet instant dans cette chambre avec les lettres dans les 2 mains, c'est un de ceux que je n'oublierai jamais. Et je veux que vous soyez vraiment là avec moi quand je vous le raconte. Alors si vous êtes encore là, dites-le moi. Un commentaire. D'où vous m'écoutez? Quelle heure il est? Et si quelqu'un que vous aimez devrait entendre cette histoire, envoyez-la lui maintenant, pendant que vous y pensez. Et le pouce, si vous voulez bien. Ça m'aide à continuer à partager ces choses. Allez, je reprends. J'avais ouvert le tiroir du bas un peu plus grand. J'avais posé les lettres d'Élise sur le dessus de la pile comme je les posais toujours. Puis j'avais glissé l'enveloppe de Julien à côté d'elle, délicatement, comme on range une chose précieuse parmi d'autres choses précieuses. Elle avait trouvé sa place là, naturellement, comme si elle avait toujours su qu'elle y irait.
J'avais refermé le tiroir, puis j'étais allé mettre mes chaussures, mon manteau, mon écharpe, et j'étais descendu acheter mon pain. Monsieur Adjani m'avait dit que le froid allait durer encore 1 semaine d'après la météo. Je lui avais dit que c'était une bonne nouvelle pour le vin. Il avait ri. Je m'étais arrêté un moment devant l'antiquaire, par habitude maintenant, mais la vitrine avait changé depuis la semaine précédente. Le sextant n'y était plus, évidemment, il était chez moi. À la place, il y avait une vieille boussole dans un étui en cuir marron usé et un ensemble de cartes marines pliées que je voyais mal de l'extérieur, mais qui me donnaient envie d'entrer. J'étais entré. Le patron m'avait reconnu. Nous avions parlé des cartes marines, qui venaient d'une vente dans la région, d'un ancien officier de marine dont les enfants avaient liquidé la bibliothèque. J'en avais acheté une, représentant la côte bretonne au tournant du XXe siècle, avec ses indications de courant et ses noms de lieux en latin et en français ancien. Ce n'était pas de la cartographie médiévale, mais c'était beau. C'était une façon de lire le monde, une façon particulière d'ordonner ce qu'on ne peut pas voir d'un seul regard. En rentrant, la carte sous le bras, j'avais pensé à quelque chose que je n'avais pas pensé depuis le début de toute cette histoire. J'avais pensé que ces 10 jours avaient ressemblé à ça, à naviguer sans carte dans des eaux familières, mais vues sous un angle différent, et que le sextant, l'instrument qui mesure les étoiles pour savoir où on est, avait eu raison d'entrer dans ma vie ce moment-là. Il y a des coïncidences qui ne sont peut-être pas que des coïncidences, ou peut-être que si, ce sont des coïncidences, mais on les remarque différemment quand on est dans une disposition particulière. Et dans ce cas-là, c'est la disposition qui compte. J'étais rentré chez moi. J'avais accroché la carte marine dans le couloir, à côté de la photographie de Dijon prise depuis les collines en été, celle que j'avais depuis mes premières années dans cette ville, et qui me rappelait pourquoi j'y avais choisi de rester. J'avais fait réchauffer la soupe de la veille. J'avais mangé lentement, avec la radio, et j'avais senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis un moment. Le sentiment d'être dans le bon endroit, au bon moment, dans la bonne vie. Ce n'est pas un sentiment grandiose. Ce n'est pas de l'euphorie ni de la révélation. C'est quelque chose de plus modeste et de plus durable. Une concordance entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on est et où on est, entre ce qu'on a fait et ce qu'on pouvait faire. Une sorte de paix gagnée. J'avais 73 ans. J'avais été professeur pendant 30 ans. J'avais aimé une femme pendant 40 ans, et je l'aimais encore, d'une façon différente depuis qu'elle était partie, une façon qui avait appris à vivre sans besoin de réciprocité immédiate. J'avais une fille de 51 ans qui avait besoin d'apprendre à s'appartenir un peu mieux, et un petit-fils de 30 ans qui avait plus de sagesse dans ses gestes que beaucoup de gens n'en accumulent en toute une vie. J'avais des dahlias sur la terrasse, un sextant sur le guéridon, une carte marine dans le couloir, et un tiroir fermé qui contenait les lettres les plus importantes de mon existence. Que fallait-il de plus? 2 semaines plus tard, Julien était venu pour le week-end du 1er décembre comme prévu. Il avait apporté une bouteille de côte rôtie qu'il avait trouvée dans une cave de Lyon et une petite boîte de marrons glacés parce qu'il savait que j'aimais ça et qu'on n'en trouve plus de bon facilement. Nous avions mangé ensemble le vendredi soir, juste lui et moi, un gibier à la sauce grand veneur que j'avais mis la journée à préparer et dont j'étais assez satisfait. Nous avions parlé de son travail, du tableau en cours de restauration, d'une technique qu'il avait apprise lors d'un stage à Florence quelques années plus tôt. Il m'avait expliqué comment on peut voir sous les couches de peinture, en utilisant des lumières spéciales, pour savoir ce que le peintre avait tracé en premier avant de décider autrement. Ces dessins cachés sous les tableaux s'appellent des repentirs. Des repentirs. J'avais aimé ce mot. La façon dont il désignait les hésitations de l'artiste, ses corrections, ses changements d'avis, sans aucune connotation péjorative. Dans la peinture, les repentirs font partie de l'œuvre. Ils lui donnent même de l'épaisseur. Le samedi après-midi, Clémence était venue nous rejoindre pour le déjeuner tardif. Julien avait préparé quelque chose de simple. Des œufs pâtés brouillés avec des champignons, du pain grillé, de la salade. Nous avions mangé tous les 3 dans la cuisine,
avec la radio en fond, dans ce confort facile des repas qui n'ont pas besoin de raison particulière pour exister. Clémence semblait moins serrée que d'habitude. Pas radicalement transformée, pas illuminée, pas guérie de quoi que ce soit, mais légèrement moins serrée, comme quelqu'un qui a reposé son sac par terre pour la première fois depuis longtemps et qui n'est pas encore sûr de pouvoir le reprendre différemment, mais qui sait maintenant qu'il est possible de le poser. À un moment, pendant qu'on débarrassait la table, Julien et Clémence s'étaient mis à se chamailler à propos de quelque chose de parfaitement anodin, une histoire de sel ajouté dans les œufs avant ou après la cuisson, une question culinaire sans enjeu réel, sur laquelle ils avaient tous les deux une opinion ferme et inconciliable. Ils avaient débattu pendant 5 minutes avec un sérieux comique, chacun citant des autorités différentes, Clémence une émission de cuisine, Julien un chef de lion. J'avais regardé la scène depuis le bord, sans rien dire, avec cette sensation que j'avais dans certains moments rares où la vie offrait exactement ce qu'elle devait offrir, sans plus, sans moins. Le soir, après que Clémence fut repartie et que Julien fut allé se coucher dans la chambre d'amis, j'étais resté dans le salon un moment avec les restes du vin. Je n'avais pas allumé toutes les lumières, juste la lampe du coin, celle qui fait une lumière chaude et basse. Et j'avais pensé à l'enveloppe. Je savais qu'elle était là, dans le tiroir du bas de ma table de nuit. Je savais qu'elle y resterait, fermée, à côté des lettres d'Élise, et je savais que je ne l'ouvrirais peut-être jamais. Pas parce que je n'y avais pas droit, pas parce que la condition de Julien n'avait jamais été remplie, puisque Clémence était partie sans donner d'explication complète et que c'était bien la condition qu'il avait posée. Mais parce que j'avais compris que cette enveloppe remplissait maintenant une fonction différente de celle pour laquelle elle avait été écrite. Elle n'était plus une information en attente. Elle était devenue autre chose, un symbole. La trace d'un geste d'amour d'un petit-fils pour son grand-père, à travers lequel il avait dit sans le dire ce que les hommes de nos familles ne savent pas toujours dire directement, que tu comptes, que tu n'es pas seul, que quelqu'un veille sur toi pendant que tu veilles sur tout le monde. Garder cette enveloppe fermée, c'était garder intact ce qu'elle représentait. L'ouvrir eût peut-être été utile, peut-être éclairant, peut-être même beau à lire. Mais la garder fermée avait quelque chose de juste. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de déplier entièrement pour qu'elles fassent leur travail. Avant de conclure, je voudrais vous dire une dernière chose. Cette histoire, la mienne, celle de Julien, de Clémence, de ces 10 jours dans un appartement de Dijon en novembre, n'est pas une histoire extraordinaire. Il ne s'y est rien passé d'éclatant. Personne n'a couru, personne n'a crié, personne n'a disparu vraiment, ni n'est revenu transfiguré. Il y a eu un silence, une promesse, une attente, un déjeuner, un tiroir refermé, et quelque chose de très petit qui avait bougé dans la façon dont 2 personnes se regardaient. Voilà tout. Mais peut-être que c'est précisément cela, l'essentiel, dans la plupart des vies. Non pas les grands gestes et les grandes décisions et les réconciliations spectaculaires dont on nous parle dans les films et les romans, mais ces petits glissements silencieux, ces moments où quelqu'un pose une question qu'il n'avait pas posée depuis longtemps, ces après-midi où l'on mange ensemble sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Ces tiroirs qu'on referme sur des choses précieuses, en sachant qu'elles sont là, en sécurité, qu'on n'a pas besoin de les tenir en main pour qu'elles existent. Je pense souvent à ce que m'avait dit Élise il y a très longtemps, dans une des premières années de notre vie commune, lors d'une conversation dont je ne me rappelle plus l'exacte circonstance, mais dont je me rappelle les mots avec une précision qui me surprend encore. Elle m'avait dit que les personnes qu'on aime ne disparaissent jamais vraiment, ni quand elles partent pour quelques jours, ni même quand elles partent pour toujours, parce qu'elles continuent à vivre dans les gestes qu'on a appris d'elles, dans les questions qu'elles nous ont posées, dans les façons d'être qu'elles nous ont transmises sans s'en rendre compte. Je crois qu'elle avait raison. Je crois que Clémence est dans mes dahlias et dans mes cartes marines et dans ma façon de mettre la table avec les belles assiettes pour les gens que j'aime. Je crois qu'Élise est dans le vin que j'ouvre pour les repas du dimanche et dans la lumière du soir qui traverse le salon
et dans cette habitude que j'ai de noter les choses importantes dans un cahier pour ne pas les perdre. Et je crois que Julien est dans cette façon que j'ai maintenant de laisser passer du temps avant d'agir, de faire confiance à ceux qui travaillent en silence, de tenir une promesse même quand personne ne vérifierait si je l'avais tenue. Le plus grand acte d'amour n'est peut-être pas toujours de courir après quelqu'un qui s'éloigne. C'est peut-être parfois de préparer un endroit tranquille pour que cette personne puisse revenir quand elle est prête. Sans question, sans explication demandée. Juste une table mise, un vin ouvert et la certitude silencieuse que vous serez là. C'est ce que j'essaie d'être pour Clémence, et pour Julien, et pour les gens que j'aime. C'est, me semble-t-il, la seule forme de présence qui dure vraiment. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout de cette histoire, sachez que vous m'avez fait un très grand cadeau ce soir. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté un vieux bonhomme de 73 ans raconter ce qui s'est passé dans son appartement un novembre à Dijon. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un dans votre vie, laissez-moi un commentaire avec le mot « tiroir ». Juste ce mot. Seuls ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot-là. Et laissez un pouce, si vous voulez bien. Ça m'aide à continuer à partager. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Une histoire nouvelle arrive chaque jour ici, et chacune essaie de porter quelque chose de vrai. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas vraiment regardé depuis un moment, quelqu'un qui est peut-être fort en apparence et fatigué en dedans, envoyez-lui cette histoire. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre certaines choses au bon moment. Prenez soin de vous et des vôtres. Bonsoir.